Bon- Bonsoir, on va commencer. Donc la séance est ouverte et je vous propose de nommer Thierry Coll comme secrétaire de séance. Pas d'objection. Très bien. Donc qu'est-ce que vous avez par rapport le procès verbal du 15 du dernier conseil municipal? Ah oui, d'abord les pouvoirs et les... Pardon, tu as raison. On va passer au pouvoir, d'abord. Donc Florence Pouille de Basque a donné pouvoir à Marie-Christine Callan. Pierre Constant a donné pouvoir à Arnaud Bourdins. Annabelle Olasque a donné pouvoir à Christine Cassagne. Darmenté Corentin a donné pouvoir à Serveto Yves. Sandrine Descloquement a donné pouvoir à Élodie Bourrel. Chloé Anduesa a donné pouvoir à Guy Ponce. Michel Perrier a donné pouvoir à Gilbert Badette. Sophie Weber a donné pouvoir à Daniel Pujos. Donc par rapport au dernier conseil, le dernier rapport, est-ce qu'il y a des modifications à faire ou des questions? Non? Donc, je vous propose de passer au vote qui est pour son adoption. Merci. Avant l'ordre du jour, il y a aussi les décisions du maire. Est-ce qu'il y a des questions sur les décisions du maire qui ont été prises entre les deux conseils? Pas de questions? Ok. Donc on va passer à l'ordre du jour. Je me sors tout. Voilà. Je retrouve le petit. Non, je l'ai mis là. Donc, concernant le point 1, qui est le soutien des collectivités locales aux actions d'urgence, et ça concerne Mayotte. Donc, au niveau de la communauté de communes, nous avons délibéré, les conseillers communautaires ont délibéré pour une aide passant par la protection civile. Donc, c'est mandaté par l'AMF, l'Association des maires de France, voilà, qui demande aux collectivités de participer financièrement à la reconstruction de Mayotte, donc suite au passage du cyclone Chido. Donc, il n'y avait pas de montant. Alors, ce qui vous est proposé, c'est un montant de 2 000 € pour la protection civile, voilà, pour des dons. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Non. Des votes contre, des abstentions. Donc, tout le monde est d'accord pour cette aide de 2 000 € à Mayotte. Merci. Je vais passer au point 2 qui concerne la situation en matière d'égalité hommes-femmes. Donc, c'est issu de l'article du Code général des collectivités, de l'article 2311-1-2, donc issu de la loi aussi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes. Donc, ce rapport doit être réalisé par les communes de plus de 20 000 habitants. Or, Mimizan est considéré et surclassé démographiquement entre 20 et 40 000 habitants. Donc, on doit réaliser ce rapport. Et on a l'obligation de réaliser ce rapport depuis 2016. Voilà, donc il y a eu quelques années d'oubliés. Donc on était un peu rappelé par les services de la préfecture qu'il fallait présenter ce rapport au conseil municipal. Donc ce rapport, je ne vais pas tout lire, vous avez pu en prendre connaissance. Donc il y a deux volets. Il y a un volet interne relatif aux ressources humaines de la collectivité, et il y a pris un volet plutôt politique
sur l'égalité homme-femme portée pour la collectivité. Donc, pour résumer sur le volet interne à la politique en ressources humaines en faveur de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, donc c'est pour vous dire que au 31 décembre 2024, il y avait 213 agents, que c'était à peu près le même effectif entre les hommes et les femmes. On peut constater qu'il y a plus de femmes en catégorie A et B, donc il y a plus d'encadrement réalisé par les femmes au niveau de notre collectivité. Il y a plus aussi, à l'inverse, il y a plus de titulaires chez les hommes que chez les femmes. Donc ça peut s'expliquer par des métiers, notamment sur l'animation, où il y a plus de contractuels et plus de femmes qui occupent ces postes-là. Sur le temps de travail, donc sur la commune de Mimizan, il y a plusieurs rythmes et cycles de travail. Donc tout le monde a droit à faire à ces cycles ou ces rythmes de travail. Je rappelle qu'on a mis en place les 1607 heures. Donc les gens font du 35 heures ou du 36 heures avec 6 jours de RTT. Et dans les cycles de travail, il y a soit 5 jours hebdomadaires pour faire les 35 heures, soit 4 jours et demi, ou une alternance entre 4 et 5 jours. Voilà. Donc il y a une latitude qui est offerte aux différents agents. Et donc là, il n'y a pas de problème entre hommes et femmes. Aussi, les aménagements d'horaires qui sont pratiqués lors des rentrées des classes. Donc les agents ont le droit d'avoir un retard à l'embauche justement pour amener leurs enfants. Bon, sur les absences au travail, il faut marquer tout ça, mais c'est pas très représentatif. Ce que je peux dire, c'est sur le déroulement de carrière. Donc le recrutement au sein de la collectivité se fait indifféremment entre les hommes et les femmes. Il s'effectue souvent suivant le besoin et suivant surtout les compétences du candidat. Voilà. Donc, et on peut voir qu'en 2024, on a titularisé ou stagiarisé 7 femmes pour 2 hommes. Donc dans la fonction publique, tout ce qui est avancement de carrière se fait avec les années et suivant des concours. Donc là, il n'y a pas de problème particulier. La formation, elle est aussi ouverte autant aux femmes qu'aux hommes, et surtout elle est encouragée et aussi encouragée pour la préparation des concours. Sur les données salariales, donc à la différence de ce qu'on peut voir au niveau national, où on a une différence de 9% défavorable aux femmes, on peut voir que sur Mimizan, les femmes gagnent plus que les hommes. En tout cas sur le salaire maximum et on voit qu'il y a une différence entre les hommes et les femmes à l'avantage des femmes. Sur la représentativité au sein des instances de dialogue social, donc sur les représentants du personnel, il y a 5 femmes, 5 hommes, et au niveau des représentants de la collectivité, il y a 4 femmes pour 6 hommes. Donc là, par rapport à ce qu'on a mis en place au niveau du personnel, en 2024, c'est vu le recrutement et la présence d'agents féminins sur le service environnement, c'est qu'on a refait toute la salle de pause et surtout la création de vestiaires qui permet au personnel féminin de pouvoir se doucher et d'avoir des locaux adaptés. Et après, ce qui est réalisé aussi au sein de la collectivité, c'est le sport agent, et donc il est ouvert autant aux femmes qu'aux hommes. Voilà un peu le point rapidement fait sur le parti RH au sein de la collectivité. Sur le volet territorial, en matière de politique, donc elle est surtout menée, en grande partie menée au niveau de la jeunesse, alors que ce soit de la crèche au centre de loisirs, en passant par l'espace jeune, où il y a beaucoup d'actions qui sont menées, où il y a de la mixité qui est encouragée. Donc il y a des actions aussi qui sont menées au sein de la
parentalité, donc au niveau de la CTG. En 2024, donc le sujet d'égalité entre garçons et filles donc, a été porté et un atelier a été organisé entre l'égalité filles-garçons, donc sous forme d'un diaporama. Pour 2025, il y a des actions qui sont déjà programmées, donc avec la Maison de la protection de la famille, donc au niveau des écoles, au niveau des élèves de CP, donc que ce soit Bel Air et la plage, donc en janvier, donc qui s'est déroulé normalement, et donc le 17 mars, c'est au niveau de l'école élémentaire du Bourg. Donc avec la convention aussi territoriale globale, la CTG, donc avec la CAF, avec l'aide de la CAF, donc il y a des réflexions là qui sont engagées, et notamment au niveau du mode de garde, avec d'essayer de travailler sur les modes de garde atypiques pour faciliter aussi, et c'est souvent le cas des personnes féminines, à pouvoir amener leurs enfants au niveau des crèches, de la crèche, ou au niveau d'autres gardes à LSH. Donc ça, c'est les services un peu mutualisés enfance-jeunesse. Après, on a la sécurité et la prévention. Donc là, on a mis en place depuis le 29 novembre le comité local de sécurité et de prévention de la délinquance. Et donc l'un des 3 sujets qui est abordé dans ce comité, c'est les violences intrafamiliales. Donc là aussi sont abordés ces thèmes d'égalité hommes-femmes. Donc il y a eu donc un groupe de travail qui a déjà travaillé au mois de février là, et qui travaille sur l'élaboration d'un règlement intérieur, notamment sur les problèmes de logement d'urgence, qui travaille aussi sur la pérennisation de l'accueil au cinéma et théâtre Le Parnasse lors de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes lors d'un ciné-débat. Donc on maintient le ciné-débat sur cette journée-là. Et on a une campagne de diffusion, une campagne d'affichage et de sensibilisation donc, qui est réalisée par l'association départementale d'aide aux victimes et de médiation. Donc ça, c'est pour la partie, le volet sécurité. Au niveau de la culture, donc au niveau de la médiathèque, on vous a mis les lecteurs. Donc il y a 673 femmes et 423 hommes. Donc il n'y a pas de livre spécifique. Voilà. Tout le monde est le bienvenu. Sur la programmation du Parnasse, il n'y a pas de programmation genrée, je vais dire, mais il y a plutôt une programmation suivant l'âge. Les enfants ou les adultes. Voilà, c'est plutôt ça qui définit la programmation. Et il faut aussi souligner que depuis donc, le 1er janvier 2023, c'était une obligation, il y a le suivi d'une formation donc, du directeur général adjoint qui a suivi cette formation contre les violences sexistes et sexuelles. Et donc il a obtenu une certification. Donc c'est une certification indispensable pour exploiter le cinéma. Concernant le sport et les animations, donc, on favorise l'inclusion, c'est notre politique, et notamment on valorise le sport féminin. Donc dans le cadre des Journées olympiques, il y a eu en janvier une journée mettant en valeur le sport féminin, donc, qui a été organisé par le comité départemental olympique et sportif. Il y a une journée aussi communautaire dans le cadre des Jeux olympiques, donc, où il y a eu plus de 900 enfants, donc garçons-filles, qui ont pu se mélanger et participer à des Jeux. On organise sont organisés différents événements sportifs aussi, notamment d'envergure avec le triathlon, où là aussi nous avons des équipes féminines et des équipes mixtes. Donc voilà, on favorise aussi dans ces occasions sportives, le sport féminin et la mixité. Mais il y a aussi, donc, par rapport à la valorisation du sport féminin, donc on a réalisé les vestiaires pour l'accueil des équipes féminines au rugby en 2024. Et là sont
organiser les travaux, on se réalise les travaux sur la plaine des sports pour aussi avoir des vestiaires qui puissent travailler sur la séparation des garçons et des filles et pouvoir accepter autant les équipes féminines que les équipes masculines sur nos équipements sportifs. Et enfin, sur les animations, on n'oublie pas qu'on sensibilise au cancer du sein avec la journée, enfin la marche Octobre Rose, donc qui est organisée chaque année. Voilà un peu ce qui est mené sur la collectivité actuellement. Et bien sûr, il nous reste beaucoup de choses à faire et de créer et de réaliser un programme, un plan d'action pluriannuel, enfin un plan d'action pour 2025 et les années qui suivent. Et donc là, les services vont être mis à contribution pour déjà sur la commune, sur la partie RH, et après nous et les agents sur la partie plus politique. Donc sur la partie politique, c'est plus les aménagements et les investissements qu'il y aurait à faire sur l'espace public. C'est comment valoriser aussi la mixité, le travail sur la commande publique, l'accompagnement aussi des associations encore sur cette thématique. Alors dans le cadre aussi du budget participatif, c'est déjà le cas, mais aussi voir comment on peut valoriser le travail sur l'égalité homme-femme dans notre propre communication. Et après, on en a parlé, c'est sur la convention territoriale globale, donc la CTG, avec la CAF, comment travailler pour que les femmes aient accès à l'emploi, donc via tout ce qui est mode de garde et via d'autres actions qui pourraient être menées. Donc tout ça, le plan d'action reste à être réalisé, à être monté, parce que là on est un peu sec dessus, je dois le dire. Donc sur l'aspect RH, bien sûr qu'il faut continuer les actions qui sont menées sur le recrutement et comment on recrute plutôt sur les compétences que sur le genre. Par contre, il faut faire attention à ce que le régime indemnitaire et les avancements de grade se font normalement et qu'il n'y ait pas d'avantage qu'on soit un garçon ou une fille. Voilà le rapport. C'est une première. Donc il y a beaucoup de choses à revoir sur la deuxième partie. Et on en a conscience. Mais il faut qu'on puisse présenter ça et envoyer ça au niveau de la préfecture. Est-ce que vous avez des questions et des remarques? Non? Donc il faut en prendre acte en fait. Voilà. Donc on vous a présenté ce rapport sur la situation qui sera beaucoup plus fourni l'année prochaine et on doit le présenter avant le débat d'orientation budgétaire. C'était aussi une des conditions qu'impose la loi. Donc je vous propose de passer du coup au point 3 qui concerne les finances et le rapport sur le compte des gestions. Donc je laisse la parole à Yves Servetot. Bonsoir tout le monde. Donc nous allons examiner dans un premier point ce que l'on appelle donc les comptes de gestion. Donc vous savez que la comptabilité des collectivités publiques encore à ce jour, le comptable public, c'est-à-dire la DGFiP, tient les comptes et les écritures qui sont passées par les collectivités et de son côté, l'ordonnateur tient ce qu'on appelle le compte administratif. Donc la réglementation impose que le comptable public transmette les comptes de gestion au plus tard le 30 mai pour qu'on puisse voter avant le 30 juin les comptes administratifs. Donc là, ils nous ont été communiqués. Ces comptes de gestion retracent à la fois
toutes les ressources et les recettes de la collectivité, c'est-à-dire ce que l'on fait rentrer sur le compte courant, je dirais, de la collectivité, mais aussi toutes les dépenses, donc les mandats, les dépenses d'investissement, les salaires, les achats, etc. Donc ce que l'on prend dans le porte-monnaie pour payer les fournisseurs et les entreprises. Donc au niveau des comptes de gestion, ils correspondent en tout point, je vais dire, aux éléments que nous allons voir tout à l'heure sur le compte administratif. Donc là, ce sont bien les écritures qui sont tenues à la fois pour le budget principal, mais aussi pour les différents budgets annexes, à savoir le budget annexe du Parnasse, le budget annexe de la forêt, le budget annexe parc d'hiver, le budget annexe ZAC des Ournailles et le lotissement des prêts nouvellement créé sur la fin d'année. Donc je vous propose, à partir du document que vous avez sous les yeux à la page 4, donc, de prendre connaissance pour le compte de gestion de la commune sur la section d'investissement, donc un solde en déficit à 624 332,49 pour, en section de fonctionnement, un excédent de 3 178 423,73, ce qui fait globalement 2 554 091,24. Et vous verrez tout à l'heure que quand on reprend donc l'excédent de l'année 2023, on arrivera donc au résultat à la fin de l'année 2024 pour 4 409 579,93. Au niveau du compte de gestion du budget annexe du Parnasse, là nous avons uniquement qu'une section de fonctionnement, donc où on peut constater un résultat sur l'exercice de 3 302,42, auquel on ajoutera tout à l'heure les résultats de l'exercice 2023 qui était de 29 303,62, ce qui nous laissera pour le budget 2025 un montant de 32 606,04. S'agissant du budget annexe de la forêt, là nous avons deux sections, la section d'investissement et la section de fonctionnement, avec sur la section d'investissement un excédent de 66 141,50, duquel il nous faudra tenir compte du besoin de l'exercice précédent de 53 194,06, ce qui nous fera sortir avec un excédent de 12 947,44. Et pour la section de fonctionnement, un résultat de 17 485,06, auquel on rajoutera le résultat de l'exercice précédent pour 191 724,78, ce qui nous laissera donc un excédent à reprendre sur le budget de l'exercice 2025 de 168 187,16. Ensuite, concernant le parc d'hiver, donc le parc d'hiver, nous sommes sur le compte de gestion qui laisse apparaître un excédent de 1035, tenu compte du besoin à la fin de l'exercice précédent de 1034,68, nous sortirons avec un excédent de 32 centimes. Donc là, c'est un budget qui tous les ans est reconduit un peu à l'identique. Au niveau du compte de gestion de la ZAC des Ournailles, donc là, nous sommes sur la clôture de ce budget. Ce qu'il nous faudra retenir tout à l'heure, c'est que nous récupérons un excédent de 658 360 euros et dans le même temps, nous reprenons le capital restant dû sur ce budget d'un montant de 604 263 euros. Et enfin, le lotissement des prêts que nous avions, qui est un budget annexe, que nous avions ouvert simplement sur la fin de l'année, puisque l'essentiel des travaux et des achats et ventes, surtout ventes de l'eau, ne se feront que sur l'exercice 2025. Donc là, vous pouvez constater que sur le fonctionnement, il y avait une recette de 70 000 euros et sur l'investissement pour la comptabilité de stock, une écriture de 70 000 euros. Voilà. Donc là, c'est simplement la constatation de l'avance faite par la commune, que l'on peut comprendre comme une aide ou subvention d'investissement à ce budget qui permet donc de démarrer sur l'exercice 2025. Donc, Monsieur le maire, on peut proposer au vote du conseil municipal les budgets. Il faudrait faire un vote séparé pour chacun des comptes de gestion. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions sur les comptes de gestion?
Donc on va procéder au vote séparé. Donc il y en a 6. Ces codes de gestion. Donc pour le compte de gestion du budget principal, est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions, des votes pour? Voilà. Donc on va faire plus simple. Sur la gestion du Parnasse, est-ce que qui est pour? Voilà. Pour le budget de la forêt, qui est pour? Pour le parc d'hiver, qui est pour? Pour les Ournailles, qui est pour? Et pour le lotissement des prés, qui est pour? Merci. Donc on passe au point 4. Yves, le rapport sur les comptes administratifs 2024. Donc, au terme de l'exercice 2024, il convient donc en ce début de mois de mars donc d'examiner ce qui s'est passé sur l'exercice 2024, tout simplement parce que sur le fonctionnement et sur l'investissement, nous nous étions fixés des objectifs. Toute une série de documents et de rapports vous ont été adressés. Donc, dans un premier temps, je vous propose que l'on regarde le compte administratif du budget principal et ensuite nous déclinerons un par un les différents budgets annexes de la collectivité. Donc, pour cette présentation, je vais m'appuyer sur le document qui vous a été transmis concernant la note de présentation du compte administratif qui, au niveau de sa page 2, ce compte administratif nous décline les résultats de l'exercice. Donc vous pouvez constater que sur la section de fonctionnement, sur la partie gauche, nous avons la différence entre nos recettes et nos dépenses, un excédent sur l'exercice de 4 409 579,93. Sur l'investissement, c'est-à-dire par rapport aux dépenses que nous avons réalisées, les travaux, les achats, mais aussi le remboursement du capital, et par rapport aux recettes que nous avons rentrées, à savoir le fonds de compensation de la TVA, les subventions, eh bien, nous avons un besoin de financement en hauteur de 2 812 675,49. Et puis nous avons aussi des restes à réaliser, donc des dépenses qui n'ont pas pu être terminées parce que les travaux s'étalent sur 2 exercices. Et d'un autre côté, nous avons des subventions qui sont encore à rentrer sur l'exercice par rapport à l'exercice 2024 et nous avons un besoin donc sur les restes à réaliser de 208 168,56, ce qui fait que avec notre excédent dégagé sur le fonctionnement de 4 409 000 et ce besoin d'investissement donc de 3 20 844,05, nous terminons l'exercice 2024 avec un excédent de 1 388 735,88 qui est je vais dire, dans la lignée de celui de fin 2023, qui était, juste pour mémoire, de 1 231 000. Alors, ce budget 2024, comment il s'est réalisé? Il reposait tout d'abord sur une revalorisation des bases décidées par l'État à 3,4 ou 3,9. Ensuite, nous avions une volonté de maîtriser les différents postes de dépenses de fonctionnement, puisque avec, je vais dire, les effets du Covid, les effets de la guerre en Ukraine, l'inflation, et puis l'instabilité aussi que nous avons sur différents domaines, mais il nous fallait à tout prix faire très attention aux dépenses de fonctionnement. Et ensuite, nous avions la volonté, lorsqu'on avait voté le budget, de maintenir une dynamique au niveau de nos recettes de fonctionnement. Pourquoi? Tout simplement parce que l'exercice 2024 devait nous permettre d'une part de continuer à rembourser l'emprunt. Ça fait 5 ans que nous remboursons 1 million d'euros d'emprunt, qui fait que nous sommes passés quand même d'un stock de dette d'un peu plus de 16 millions à fin décembre à un stock de dette de 11 millions d'euros. Donc on se désendette 1 million d'euros par an en 5 ans. Et ensuite, l'année 2024, puisque nous étions sortis du réseau d'alerte en juin 2023, nous a permis de confirmer notre volonté de lancer notre PPI et d'affirmer donc les 4 axes de travail. L'axe 1 sur les travaux et achats récurrents,
L'axe 2 qui était la continuité et la réhabilitation des voiries et bâtiments. L'axe 3 avec des programmes qui ont démarré comme la Plaine des Sports, le lancement des études et la concertation pour l'avenue de l'abbaye, le budget participatif dans sa 2e édition, mais aussi les études de cœur de ville, et s'est rajouté aussi l'achèvement de la rue de la Poste sur le 1er trimestre, mais surtout le lancement de la rénovation des arènes, première tranche au 2e semestre. Et enfin, l'axe 4, donc programme de logement. Alors, sans vous faire une énumération de chiffres, je vous propose, à partir toujours de la note que vous avez sous les yeux, d'examiner rapidement la section de fonctionnement dépenses. Donc, au niveau des dépenses, nous avions un budget prévisionnel en fonctionnement de 19 578 000 et nous avons dépensé 15 837. Tout d'abord, sur le chapitre 011. Sur le chapitre 011, sur ce chapitre, nous avons dépensé 4 183 000 euros, c'est-à-dire à peine un peu plus de 100 000 euros par rapport à l'exercice 2023, avec des postes qui sont intéressants à regarder. Tout d'abord, la grosse incertitude que l'on avait, c'était comment on allait maîtriser ou contenir les postes des énergies, l'eau, l'assainissement et, je vais dire, l'électricité. Eh bien, l'installation de notre programmation, je vais dire, au niveau des arrosages, puis les mesures qui ont été prises en matière d'électricité, on a vu une baisse certaine des consommations sur l'éclairage public, et puis aussi sur certains bâtiments qui font qu'au terme de l'exercice 2024, on voit par rapport à 2023, on est passé donc de globalement 733 000 euros à 630 000 euros de dépenses. Donc on a moins dépensé. Au niveau de ce chapitre 011, on a un poste qui est quand même important, c'est notre poste alimentation. Alors je m'y arrêterai 2 secondes. Le poste alimentation, c'est quand même donc toutes les denrées alimentaires, et vous savez un petit peu les effets de la guerre en Ukraine, toutes les augmentations que nous avons pu subir. Mais d'un point de vue production de repas, sur la commune, nous produisons un peu plus de 214 000 repas. 214 000 repas, bon, c'est l'EHPAD, un peu plus de 100 000 repas, mais c'est aussi beaucoup le centre de loisirs et les cantines scolaires. Alors, je m'arrêterai 2 secondes sur les cantines scolaires et le centre de loisirs. Ce qu'on note, c'est que un gros effort a été fait ces 2 dernières années, comme l'expliquait au dernier trimestre ma collègue de l'éducation. Le label EcoCert, aller vers les producteurs locaux, utiliser le bio, des efforts ont été faits. Dans le même temps, eh bien, on a amélioré la qualité et le service, les prestations. Mais au-delà de ça, ce que l'on peut noter, c'est aussi que si les prix ont augmenté, si la dépense est importante, d'un autre côté, quand on va aller regarder un petit peu les recettes, quand un prix de repas, je vais dire entre la fourniture alimentaire, plus le personnel, plus, je vais dire, les frais d'investissement, quand un prix de repas nous coûtait, il y a 3 ans, 4 ans, aux alentours de 6,50 €, aujourd'hui, un prix de repas, c'est 9,10 €, 9,20 €. Et donc, quand vous voyez bien l'effort qu'a fait la collectivité pour prendre en compte un petit peu cette augmentation de tous les prix, dans le même temps, qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté un double effet. Premièrement, c'est que dans nos cantines, parce que le Mimizanais, je vais dire, a un problème de pouvoir d'achat, quand on avait 75 à 80% d'enfants qui allaient manger à la cantine, aujourd'hui, c'est plus de 92% des enfants qui vont manger à la cantine. Donc vraiment, c'est une réponse à cet effort je vais dire, de solidarité. Et dans le même temps, les prix qui sont pratiqués aujourd'hui sur nos cantines scolaires, c'est entre 2 € et 3 € ou 3,50 €. Donc la collectivité fait vraiment un effort. Ensuite, sur ce chapitre 011, je vous signalerai juste simplement que quelques petits articles comme les contrats de maintenance, bien entendu, suivent un petit peu l'évolution de toutes nos installations. Au niveau des fêtes et cérémonies, les chiffres, quand nous dépassions 102 à 101 000 euros dans les années 2018 à 2019, aujourd'hui, on arrive à contenir ces dépenses en dessous des 85 000 euros. Au niveau des frais d'affranchissement ou frais de télécommunication, là, on voit aussi les premiers efforts, je vais dire, des services mutualisés, des services de commande publique. Sur l'année 2024, je vous ferai une petite parenthèse, c'est un peu plus de
48 à 50 procédures de marché de prestations ou de travaux qui ont été lancés. Le marché des photocopieurs a été lancé. En matière de fourniture, on a fait aussi énormément de consultations. Donc il faut voir aussi quand même que la collectivité essaye de maîtriser ses dépenses. Le deuxième chapitre, qui est un des plus importants, mais Monsieur le maire l'a dit tout à l'heure dans le rapport sur le rapport hommes-femmes, je veux dire, c'est le chapitre du personnel. Le chapitre du personnel, c'est une masse de 9 153 842,10 €, dont 277 000 € de services mutualisés, donc les services support. L'année 2024 nous a permis de prendre en compte notamment la revalorisation du régime indemnitaire des agents, puisque vous vous rappelez que nous avions acté le principe de 1 200 € sur 2 ans, donc ça représentait quand même 170 €, enfin 170 000 € sur l'année. Et bien entendu, il y a aussi eu le GVT classique et l'avancement de grade pour certains agents. Au niveau du chapitre 65 en fonctionnement, donc là, nous sommes sur des dépenses en fonctionnement de 1 304 391 €. Ces dépenses, outre la subvention au budget annexe du Parnasse, c'est la subvention qui est versée pour 376 000 € au CSAS. Donc je ferai peut-être la même remarque que j'avais fait en tout début d'année. Donner une subvention de 376 000 € alors que c'est à peine 20 000 € qui vont en aide et en secours aux personnes sur le territoire mi-année. L'année 2025, comme l'a évoqué Monsieur le maire en commission des finances, sera l'occasion d'essayer de régler ce problème que nous traînons là sur cet emprunt lié à une opération immobilière. Voilà. Sur les charges financières, nous sommes en diminution puisque par rapport aux exercices précédents, on a un peu moins dépensé par rapport aux années vraiment antérieures. Donc sur les dépenses de fonctionnement, je m'arrêterai là. Au niveau des produits des services, alors au niveau des produits des services, par rapport à un budget de 19 578 000 €, on a réalisé un peu plus de 20 247 000 €. Alors pour passer rapidement ces services, un des postes qui pour nous montre un petit peu aussi, je vais dire, certaines recettes intéressantes pour la collectivité, ce sont les produits des services. Bon, ils représentent 2 124 000 €. Sur ces produits des services, on trouvera notamment les occupations du domaine public et les aires de camping-car park, qui sont quand même une recette non négligeable, c'est-à-dire un peu plus de 300 000 €. Ensuite, on a bien entendu les produits qui nous viennent du fonctionnement de nos différents services. Ensuite, au niveau des autres chapitres, bien entendu, nous avons la fiscalité. Parmi la fiscalité, donc un produit entre le compte 73 et le compte 731, un peu plus de 12 969 000. À noter quand même que nous avons une baisse des taxes additionnelles qui se confirme donc pour la collectivité, à peu près dans l'épure de l'année 2023. Donc c'est quand même un poste qu'il nous faut surveiller, au même principe que la taxe sur l'électricité avec le nouveau dispositif qui a été mis en place. Au titre du chapitre 75, nous avons des recettes pour 1 520 642. Donc ce chiffre est un petit peu important cette année, on ne le retrouvera pas les années futures, mais c'est tout simplement ce que j'expliquais tout à l'heure, la reprise de l'excédent de la ZAC des Ournailles. Et enfin, nous avons l'excédent reporté donc de 1 231 000 qui est repris. Donc au final, entre dépenses et recettes, nous disposons de 4 409 000. Donc qu'avons-nous fait donc avec ces 4 409 000 ? Eh bien, on peut couvrir d'abord les dépenses d'investissement.
Sur l'année 2024, nous avons remboursé un peu plus de 1 71 000 euros de capital. Et ensuite, nous avons surtout réalisé un programme d'investissement sur nos 4 axes pour 4 520 000 euros. Ces 4 520 000 euros, ils se déclinent donc sur 4 axes. Au titre de l'axe 1, les crédits récurrents pour 838 510. Au niveau des rénovations de voirie et réhabilitation du patrimoine, nous avons 1 252 390 euros. Au titre de l'axe 3, on dira les projets de la mandature, eh bien, on va retrouver sur ce poste-là la rue de la Poste pour un peu plus de 669 000 euros. On va trouver la première tranche des arènes. On va retrouver pour un peu plus de 469 000 euros les premiers crédits concernant le projet de la plaine des sports. Et ensuite, différents travaux de voirie comme la rue des Hortensias et j'en passe. Et enfin, l'axe 4 pour la politique de l'habitat, donc, qui a été aussi un axe sur lequel on a dépensé 336 000 euros et les autres crédits donc, vont se décliner très rapidement. Comment on a financé l'ensemble de ces travaux d'investissement? Pour financer l'ensemble de ces travaux d'investissement, à la page 9, eh bien, tout simplement, on vous indique le montant du fonds de compensation de la TVA pour 252 665 euros. On a la taxe d'aménagement qui aujourd'hui est à 238 000 euros, mais comme nombre de collectivités, on est en train aussi de voir avec les services de l'État, que ce soit la taxe additionnelle ou la taxe d'aménagement, on n'est pas entre guillemets, enfin on ne rentre pas les recettes comme on devrait les rentrer. Mais vous pouvez noter quand même qu'on est sur une baisse de cette taxe d'aménagement. Voilà, donc au terme de l'exercice 2024, on vous a mis quelques indicateurs à la page 10 de cette note où on peut voir que tout simplement sur notre encours de dette. Notre encours de dette donc était, comme je le disais tout à l'heure, d'un peu plus de 16 millions en début de mandature. Aujourd'hui, nous sommes à 11 millions de stock de dette. Ça se traduit comment? Mais ça se traduit tout simplement par une baisse sur l'encours par habitant. Quand on était à 2250 euros par habitant, aujourd'hui on est à 1540 euros par habitant. Mais le gros enseignement qu'il nous faut tirer de ce compte administratif, c'est surtout notre épargne de gestion, enfin notre épargne positive qui se dégage et que nous maintenons depuis 2020. Cette épargne, elle nous permet de financer nos investissements sans avoir recours à l'emprunt. Et dans le même temps, nous avons pu retravailler ce fameux ratio qui était très délicat pour la collectivité, ce ratio encours de dette épargne brute ou épargne brute en cours de dette, qui était vraiment dans le rouge à 13 années et aujourd'hui nous sommes bien en dessous du niveau des 5 années. Donc il est important que la collectivité, au regard des efforts qui ont été entrepris ces dernières années, continue à accentuer et à maintenir son effort sur les charges de fonctionnement. Et là, je voudrais, Monsieur le maire, souligner l'implication importante de la direction générale et des différents services qui tiennent les budgets. Ensuite, la généralisation des procédures de commandes publiques sont importantes. Quand on regarde ce compte administratif, il n'y a pas eu une multiplication de décisions modificatives, ce qui veut dire qu'en début d'exercice, les chiffres ont été sincères, prudents et bien évalués par les services. D'un autre côté, on n'a pas eu donc de dépassement de chapitres. Et ensuite, quelque part, au-delà de ce qui peut se passer dans le contexte national et international, 2023 peut nous confirmer que malgré les peurs que l'on peut avoir sur les charges de fonctionnement et sur leur évolution pour l'avenir, je crois que ce budget il montre quand même que
enfin, aujourd'hui, les finances de la ville de Mimizan pour les Mimizanais sont apaisées. C'est le mot apaisement que je voudrais retenir de cette simple présentation. Merci. Donc, est-ce qu'il y a des interventions sur cet exposé du compte administratif? Pas d'intervention. Donc, je vous propose donc de passer au vote. Donc, qui est pour ce compte administratif? Ah oui, je dois. Oui. Ouais. On va présenter tous les comptes administratifs et après, je sortirai. Je vais vous présenter le budget annexe du Parnasse. Donc, le budget annexe du Parnasse, c'est uniquement une section de fonctionnement pour les activités que vous connaissez bien, qui nous avaient été bien expliquées par notre collègue Michel Perrier lors du dernier conseil municipal. Donc, le budget annexe du Parnasse enregistre à la fin de l'exercice 2024 un excédent de 32 606,04. Ce qu'on peut noter, c'est que nous avons sur ce budget des charges de personnel à hauteur de 266 000 euros. Les produits des services représentent 172 000 euros, donc les entrées spectacles, cinéma et théâtre. Et ensuite, on a la subvention de la commune qui vient abonder ce budget annexe, puisqu'il y a aussi de nombreuses activités, en ce compris Instant Flamenco et Festival Brass, bien entendu. Est-ce que vous avez des questions sur le budget annexe du Parnasse? S'agissant du budget annexe de la forêt. Alors, le budget annexe de la forêt, une section de fonctionnement, une section d'investissement. Pour la première année, en 2024, nous avons pris en compte les charges de personnel sur ce budget. Pour plus de transparence, nous avons débuté au mois d'avril, donc en 2025, nous les aurons en année pleine. Les dépenses de personnel, donc, qui étaient nouvelles, il y en a eu pour 60 249,99. Sur le fonctionnement de ce service, le chapitre 011 à hauteur de 87 837 euros. Et sur l'investissement, on note, on a un petit capital à rembourser. On arrive d'ailleurs bientôt au terme du remboursement du prêt. On a un investissement, une dépense de 118 000 euros, dont l'achat de broyeurs forestiers à clé, de broyeurs déportés, et puis des travaux de reboisement. Qui font qu'au terme de l'exercice, donc, on est sur un excédent d'un peu plus de 174 000 euros, essentiellement avec des ventes réalisées sur la fin de l'exercice. Est-ce que vous avez des questions? Budget annexe du parc d'hiver. Donc, le budget annexe du parc d'hiver, donc c'est simplement la traduction du remboursement de l'emprunt qui avait été contracté puisque ce budget n'était pas financé en fin 2019. Nous avions une dette de 840 000 euros. Vous vous rappelez qu'on avait été obligé de contracter un premier emprunt, un crédit sur 3 ans de 300 000 euros, puis un emprunt sur 10 ans de 540 000 euros. Donc, au niveau du parc d'hiver, avec une avance de la collectivité, nous remboursons tous les ans le capital et les intérêts, puisqu'on est sur une procédure de contentieux sur ce budget à l'heure actuelle. Et l'excédent sera de 32 centimes au terme de l'exercice. Avez-vous des questions? Pas de questions. La ZAC d'Eurnaille, bien écoutez, elle est clôturée, j'en ai parlé tout à l'heure. Est-ce que vous avez des questions, des remarques? Non.
Et concernant le lotissement de la forêt, donc le lotissement de la forêt, tout simplement... le lotissement des prêts, excusez-moi. Nous avons donc en recette l'avance reçue de la commune à hauteur de 70 000 euros. Et sur la section d'investissement, donc la matérialisation des stocks de terrain à hauteur de 70 000 euros. Donc voilà rapidement présenté les différents budgets annexes. Merci Yves. Comme il n'y a pas de questions, je vais laisser la présidence